Je m'appelle Roman. Ma femme Linda est décédée l'année dernière. Un cancer. Il a commencé au sein et s'est propagé comme une traînée de poudre. Elle est partie en 8 mois. J'étais à ses côtés tous les jours, pendant la chimio, les soins palliatifs, les jours calmes et angoissés, et le silence de la fin, quand les mots n'avaient plus de sens. Après ce moment, je suis resté assis à la maison pendant des semaines, à contempler ses vieilles pantoufles près du lit. Elles avaient encore les petites marques de ses talons. Je n'arrivais pas à dormir, ni à manger. J'avais 70 ans, mais j'avais l'impression d'être déjà mort, moi aussi. Après les funérailles, la maison est devenue plus silencieuse que je ne l'aurais cru. Les amis ont arrêté de téléphoner. Les dames de l'église ont apporté des casseroles pendant environ une semaine. Puis, ça a aussi cessé. Ma fille Nathalie venait de temps en temps. Son mari Eden, beaucoup moins. C'est Nathalie qui m'a suggéré d'emménager avec eux à Louisville. Elle a dit que ce serait bien pour moi d'être avec mes petits-enfants, de m'occuper. Je n'ai pas protesté. La maison me semblait alors un tombeau. Je l'ai vendue, j'ai emballé le peu qui me restait et j'ai déménagé. Je ne m'attendais pas à un tapis rouge, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qui m'attendait. Le jour de mon arrivée, Eden n'est pas venu me saluer. Il est resté sur le porche, les bras croisés. Je suis descendu du taxi, j'ai pris ma valise et je me suis dirigé vers la porte. Nathalie est sortie, m'a serré dans ses bras, distraitement, puis a crié par-dessus son épaule, « Les enfants, venez dire bonjour à grand-père. » Ils sont venus, m'ont serré dans leurs bras, raides et polis, comme les enfants font à leurs proches qu'ils n'ont pas vus depuis des années, puis ont disparu, probablement devant leurs écrans. La maison était grande, propre, calme, trop calme pour le nombre de personnes qui y vivaient. Eden a finalement pris la parole. « Viens, je te montre où tu vas loger. » Il m'a fait descendre l'escalier jusqu'au sous-sol. C'était fini, je suppose, mais froid. Sol en béton, un tapis fin, un futon, un mini-frigo dans un coin. Pas de cuisinière, pas d'évier, pas de fenêtre. Il y avait une petite salle de bain cachée, mais avant que je puisse y entrer, Eden a sorti quelque chose de sa poche. Il m'a tendu une petite clé en argent. « C'est pour la salle de bain du sous-sol, » a-t-il dit. Je l'ai regardé. « Pourquoi ai-je besoin d'une clé ? On veut juste que tout soit organisé, » a-t-il dit. « Des limites, » a-t-il ajouté. Comme si ça expliquait tout. Je l'ai regardé un instant. J'ai réfléchi à dire quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Le premier jour, ce n'est pas le moment de se battre. J'ai hoché la tête. Le lendemain matin, je me suis réveillé endolori à cause de ce futon. J'avais l'impression que quelqu'un y avait empilé des briques pendant la nuit. Je suis monté en traînant les pieds, espérant prendre un café, me sentir peut-être un peu plus humaine. Nathalie était au fourneau, en train de remuer quelque chose dans une casserole. « Bonjour », ai-je dit. Elle ne s'est pas retournée. « Bonjour, papa. » Eden était à table, assis sur son ordinateur portable. Ce matin-là, j'étais allé ouvrir le garde-manger, juste pour chercher des céréales ou peut-être une tartine, et Eden a levé les yeux de son ordinateur. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-il. Je crus qu'il plaisantait. J'ai ri un peu. Il n'a pas souri. « On préfère que tu demandes d'abord. » Il a dit qu'on apprend aux enfants à se structurer. On ne peut pas laisser les gens prendre de la nourriture quand ils veulent. Les gens, je suppose que j'étais juste des gens maintenant. Nathalie n'a même pas levé les yeux. Elle continuait à remuer la soupe qu'elle préparait lentement et régulièrement comme si de rien n'était. Puis elle l'a dit. « Il a raison, papa. Tu dois suivre ce qu'on dit, sinon tu n'es qu'un fardeau. Je le jure devant Dieu. » Elle l'a dit sans détour, comme si elle lisait un texte. Sans hésitation, sans émotion. Elle l'a juste laissé tomber là, au milieu de la cuisine, comme si ça ne voulait rien dire. J'avais la poitrine serrée. J'ai fixé le carrelage, cligné des yeux plusieurs fois pour empêcher la brûlure dans mes yeux de se transformer en autre chose. Puis j'ai hoché la tête et je suis redescendu. Ce mot, fardeau, a tourné dans ma tête toute la journée. Fardeau. Voilà ce que j'étais maintenant. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de monter à moins qu'il ne me le demande. Je restais au sous-sol, je restais silencieuse, je mangeais ce que je pouvais commander sur mon téléphone. Il ne me proposait pas de dîner. Parfois, il m'envoyait un SMS, « Tu peux aller chercher les enfants à l'école »
Ou, tu peux aider à plier le linge? Je disais toujours oui. Même quand Eden levait les yeux au ciel parce que je ne pliais pas les serviettes à sa façon. Même quand il recevait des invités et faisait comme si je n'habitais pas là, riant dans le salon pendant que j'étais assise en bas, écoutant leur voix traverser le plafond comme si j'étais un fantôme qu'ils ne pouvaient pas voir. Un soir, Eden est descendu et s'est arrêté en bas de l'escalier. Tu peux déplacer tes chaussures dans ton coin. Il a dit, mon quartier. Les enfants trébuchent dessus. Je les avais laissés soigneusement près de la porte, alignés comme toujours. Mais je n'ai pas discuté, je les ai juste déplacés. Un autre soir, Nathalie m'a envoyé un texto d'en haut. Dis donc, papa, tu peux réduire les bruits de pas la nuit? Le sol est insonorisé. Les enfants ont école. Je suis allé aux toilettes 2 fois. Discrètement, je porte des chaussettes. Apparemment, même ça a été perturbant. Puis est arrivée la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils ont convoqué une réunion de famille. Juste eux et moi, debout devant l'îlot central de la cuisine. On va à Myrtle Beach, a dit Nathalie. Juste 5 jours, une petite pause. J'ai souri, en cherchant déjà mon portefeuille. J'adorerais venir. Je peux payer mes frais. Nathalie m'a interrompu. Ce n'est pas le moment, a ajouté Eden. On a besoin de resserrer les liens familiaux. C'était fort. J'ai hoché la tête. Bon, je peux surveiller la maison pendant ton absence. Tu seras là de toute façon, a dit Eden en haussant les épaules comme si c'était évident. Ça, samedi matin, ils ont chargé la voiture. Les enfants n'ont pas dit au revoir, trop occupés à se disputer pour savoir qui allait s'asseoir à la fenêtre. Juste avant de quitter l'allée, Eden est descendu au sous-sol. Il n'a même pas dit bonjour, s'est juste dirigé vers le crochet à clé murale et a pris les clés de la voiture. Juste une question de sécurité, a-t-il dit. Je ne veux pas que tu te perdes. Je l'ai regardé fixement. Je peux au moins aller faire les courses. Il a souri. On a rempli ton frigo, a-t-il dit, et je suis parti. Après leur départ, j'ai ouvert le mini-frigo. Une bouteille de moutarde, une vieille bouteille d'eau. C'était tout. Je suis monté vérifier. La porte du garde-manger était cadenassée. Cadenassée comme si j'étais un ado qui grignotait des trucs en cachette le soir. J'ai ouvert la poubelle, pensant qu'ils avaient peut-être jeté des restes avant le voyage. 2 pains, un poulet rôti entier, intact, jeté exprès avant leur départ. Comme un message. Je me suis assis dans leur cuisine. Seul à table. La lumière du soleil à travers les stores traversait le comptoir comme des barreaux. C'est drôle, je n'étais même plus triste. J'étais en colère. Vraiment en colère. Ma fille, mon propre sang, après tout ce que j'avais fait pour elle, après toutes ces nuits à la bercer quand son asthme la laissait à bout de souffle. Après avoir fait des heures supplémentaires pour payer ses études, son mariage après lui avoir tenu la main lorsque sa première grossesse s'était terminée en larmes, voilà ce que j'ai eu. Un garde-manger verrouillé et une salle de bain cadenassée, comme si j'étais une espèce de chien errant. Je n'avais rien prévu de prévu. C'est arrivé comme ça. J'ai rassemblé mes vêtements dans un sac, puis j'ai pris un post-it sur le bureau, j'ai écrit en lettres capitales. Tu as pris les clés. Tu as enfermé la nourriture. Je ne suis pas ton otage. Je ne suis pas ton enfant. Je ne suis pas ton fardeau. J'ai plaqué le post-it à plat sur le réfrigérateur, là où il ne pouvait pas le manquer. Puis j'ai appelé un taxi et j'ai payé en espèces. Le chauffeur n'a pas dit grand-chose, se contentant d'acquiescer quand je lui ai donné l'adresse d'un hôtel bon marché pour séjour prolongé de l'autre côté de la ville. L'endroit sentait la cigarette et tapis humide, mais je pouvais respirer. Ce soir-là, j'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à un restaurant et je me suis assis au comptoir. J'ai commandé un hamburger, des frites et une bière. Mon premier repas chaud depuis des jours. J'ai tout mangé. Je me fichais même que le hamburger soit gras ou que les frites soient froides à moitié. J'ai dormi comme une pierre. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et appelé mon avocat. Voyez-vous, Nathalie l'ignorait, mais avant la mort de Linda, elle m'avait dit de mettre de l'argent de côté au cas où. Elle n'avait jamais fait confiance à Eden. Je me souviens de la dernière fois que Nathalie est venue rendre visite à Linda à l'hospice. Linda ne pouvait plus parler, mais elle m'a regardé, vraiment regardé, et il y avait une lourdeur dans ses yeux. Promets-moi,
a-t-elle murmuré, sa main si légère dans la mienne. Tu es un homme bon et tendre. Tu fais confiance à tout le monde. Quand je ne serai plus là, ne laisse jamais personne profiter de toi. Promets-moi. Je l'ai promis. Je l'ai écouté. On avait 140 000 $ d'assurance vie. J'en ai utilisé une partie pour acheter un petit duplex dans un quartier populaire de Louisville. Rien de luxueux, mais c'était à moi. Un côté pour moi, l'autre pour quelqu'un qui en avait plus besoin que Nathalie. J'ai rencontré Maria à la banque alimentaire une semaine plus tard. Mère célibataire de 2 enfants, elle essayait d'échapper à un ex violent qui les retrouvait partout où elles allaient. Je lui ai proposé l'autre moitié du duplex pour $1 par mois, le temps qu'elle se remette sur pied. Elle a pleuré, disant que personne n'avait jamais fait preuve de gentillesse envers elle auparavant. Je lui ai dit, tu es en sécurité maintenant. C'est tout ce qui compte. Pendant ce temps, Eden m'a laissé un message vocal rempli d'une fausse indignation. Tu nous as volés. Tu ferais mieux de revenir t'expliquer avant que j'appelle la police. J'ai fixé mon téléphone 1 minute. Puis j'ai répondu, appelle-les et dis-leur pourquoi tu as pris mes clés et enfermé de la nourriture comme un animal. Je n'ai plus eu de ces nouvelles depuis. J'ai ensuite bloqué leurs 2 numéros. Je les ai juste effacés de mon téléphone comme ils m'avaient effacé de leur vie. Mes petits-enfants me manquent encore. C'est la seule chose qui me fait mal. Le sourire aux dents béantes d'Ila quand elle me lisait des passages de ses livres à chapitres idiots. L'obsession de Ben pour les dinosaures. Il pouvait tous les nommer, même ceux que je ne pouvais pas prononcer. C'est cette douleur persistante, ce que je n'arrive pas à enfouir. Mais j'ai fait la paix avec ça. Eden et Nathalie ont essayé de me faire sentir petite, comme si je ne valais rien. Il s'est avéré que j'avais juste besoin de partir pour me rappeler qui j'étais vraiment. 3 semaines après avoir emménagé dans le duplex, j'ai recommencé à respirer comme une vraie personne. Plus de verrous aux portes, personne ne surveillant mes moindres faits et gestes. Je me levais tôt, je préparais mon café, je m'asseyais sur la véranda dans une chaise pliante trouvée pour $10 dans une friperie, et j'écoutais simplement le vent dans les arbres et les oiseaux qui se disputaient dans les branches comme s'ils avaient des factures à payer. La paix. On ne se rend compte de sa valeur que lorsqu'on la lui enlève. Maria et ses fils ont emménagé à côté la semaine suivante. Ils n'avaient pas grand-chose. Une petite valise, un carton de conserve de l'église, un ordinateur portable cassé. Les garçons étaient silencieux, trop silencieux pour des enfants si jeunes, comme s'ils avaient appris à ne plus faire de bruit. Maria avait l'air épuisée jusqu'aux os, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi en sécurité depuis des années. Je l'ai aidée comme j'ai pu, je lui ai donné le vieux canapé de Linda, j'ai trouvé une table, des lits superposés et un micro-ondes sur Craigslist. Le jour où on a tout ramené, elle est restée sur le seuil, la main sur la bouche, les larmes aux yeux. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle murmuré. C'est comme si Dieu t'avait envoyé. J'ai secoué la tête. Je ne suis plus qu'un vieil homme sans personne. J'ai dit, tu m'as redonné quelqu'un à qui m'attacher. Et c'était vrai. Tout allait bien. Simple. Jusqu'au mardi matin, quand je suis rentré de l'épicerie et que j'ai vu sa voiture. Même SUV gris, même vitre teintée, garé 5 maisons plus loin, pas tout devant, mais assez près. Je me suis figé. Sac de course dans une main, clé dans l'autre. Je suis resté planté là à regarder. Puis le SUV a démarré. Je ne lui ai pas couru après. Je n'ai pas crié. Je suis resté là jusqu'à ce qu'il disparaisse. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre dans la boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une photo. Les fils de Maria et moi, assis sur le porche, sourions. Je les aidais à construire un nichoir avec un kit acheté à la quincaillerie, écrit au feutre noir épais sur la photo. Tu as remplacé tes petits-enfants par des ordures. Pas de signature, mais je n'en avais pas besoin. La nuit suivante, quelqu'un a crevé mes pneus. Ce n'était pas un hasard. Mon voisin d'en face, Monsieur Langford, un homme tranquille avec une bouteille d'oxygène et aux premières loges. Il m'a dit avoir vu quelqu'un en sweat à capuche se faufiler autour de ma voiture vers minuit. Il boitait beaucoup, a-t-il dit, comme si j'avais un problème au genou gauche. Eden a été opéré du genou l'automne dernier. Je n'ai pas appelé la police. Je ne voulais pas d'ennui, mais quelque chose a changé en moi après ça. Un interrupteur dont j'ignorais l'existence s'est brusquement enclenché. J'en avais assez de faire semblant.
Je suis allé voir un avocat. Pas le vieux qui s'était occupé de mon testament, mais quelqu'un de plus jeune, plus vif, plus agressif. Je me suis assise dans son bureau, moderne, stérile, qui sentait le tonnerre et l'ambition. Des murs en verre, un bureau lisse, des étagères remplies de livres que personne n'avait touchés. Le genre d'endroit où l'on prend des décisions, des vraies, celles qui changent des vies. L'avocat s'appelait Eric Mendes. La quarantaine, rasé de près, le regard vif derrière des lunettes rectangulaires. Il ne perdait pas de temps en bavardage. Il m'a juste fait signe de m'asseoir, a ouvert un bloc-notes et a appuyé sur son stylo. Alors il m'a dit, dites-moi ce qui vous amène aujourd'hui, monsieur Foster. J'ai pris une grande inspiration, j'ai regardé par la fenêtre une seconde, puis j'ai croisé son regard. Je m'appelle Roman Foster. J'ai 70 ans, je suis veuf. J'ai emménagé avec ma fille et son mari après le décès de ma femme l'année dernière. Je pensais que ce serait un nouveau départ. En fait, c'était une gomme lente. Son stylo s'est mis à écrire doucement et rapidement. « Comment ça ?» demanda-t-il. Ils m'ont installé dans leur sous-sol, ai-je dit. Fermez la salle de bain à clé. Fermez la nourriture à clé. Il a dit que c'était pour une question de structure. Je ne pouvais même pas prendre un café sans demander. Il a haussé un sourcil. Vous payez le loyer? Non, ai-je dit, mais j'ai payé ses études, son mariage. Je lui ai changé les couches et elle m'a traité de fardeau en face, comme si j'étais un animal errant qu'il laissait entrer par pitié. Il a hoché la tête lentement. Avez-vous déjà documenté tout ça? Messages, email, enregistrement? Je ne pensais pas devoir le faire, ai-je dit d'une voix un peu sèche. Je ne m'attendais pas à ce que ma propre fille le fasse. Ils m'ont traité comme un squatter. Il a arrêté d'écrire un instant. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Ils sont partis en vacances, ont enfermé la nourriture, ont pris mes clés de voiture pour que je ne puisse aller nulle part. Ils ont dit que c'était pour des raisons de sécurité. Ils m'ont laissé un frigo vide. J'ai trouvé du pain et un poulet rôti entier dans la poubelle, intact, jeté exprès. Eric s'est assis, les mains jointes. C'est dérangeant, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Ce n'est pas le pire. Il m'a fait signe de continuer. J'ai déménagé, j'ai loué un petit duplex avec l'argent que ma femme m'avait demandé de mettre de côté avant de mourir. Elle ne faisait pas confiance à mon gendre. J'ai laissé une mère célibataire et ses fils vivre à côté, juste pour aider quelqu'un. Puis un jour, je vois la voiture de ma fille garée en bas de la rue. 2 jours plus tard, je reçois par courrier une photo de moi et de ses enfants en train de construire un nichoir, avec un mot. Tu as remplacé tes petits-enfants par des déchets. Puis mes pneus ont été crevés. Eric a cligné des yeux lentement. Et tu crois que c'était toi? Fille et gendre? Mon voisin a vu un homme se faufiler autour de la voiture la nuit. Il boitait. Eden, mon gendre, a été opéré du genou l'automne dernier. Il boite toujours. Il est resté silencieux un moment, puis a dit, « Avez-vous pensé à déposer une ordonnance restrictive ?» Je ne cherche pas à me venger, ai-je dit. Mais je ne vais pas me laisser intimider. Je veux protéger ce que j'ai construit. La maison. Les enfants d'Accent grave côté. Je veux quelque chose de légal. Une trace écrite. Eric a hoché la tête. Bien. C'est intelligent. On peut tout documenter. Rédiger un acte de cessation. S'il s'approche à nouveau de votre propriété, on passe à l'étape suivante. Je vous recommande également de mettre à jour votre testament. Vous les avez toujours comme bénéficiaires? J'ai secoué la tête. Plus maintenant. Je l'ai changé le lendemain de l'apparition de cette photo. Tout va à des œuvres caritatives. Ou à ces garçons. Au moins, ils me regardent comme si j'étais important. Eric s'est penché en avant, le regard perçant maintenant. Monsieur Foster, je ne vais pas mentir. Ce n'est pas le genre d'affaire qui se termine en fanfare et en grande scène de tribunal. Mais elle peut se terminer avec vous protégés, votre histoire racontée, et eux tenus responsables s'ils insistent à nouveau. C'est tout ce que je veux, ai-je dit. Plus besoin de me cacher, plus besoin de me taire. Ils m'ont maltraité, ont essayé de me contrôler, et quand je suis parti, ils m'ont abandonné. J'avais des photos, des textos, le message vocal d'Eden où il aboyait qu'il lui volait son argent comme si je n'avais pas déjà financé la moitié de sa vie.
J'ai tout montré à Eric et j'ai posé une question, simple et directe. Puis-je faire quelque chose pour m'assurer qu'il ne s'approche plus jamais de moi ou de mon argent? Il a levé les yeux de ses notes, s'est adossé à sa chaise et m'a adressé un sourire calme et confiant. Oh, oui, a-t-il dit. On s'est mis au travail, on a refait le testament de zéro. Cette fois, je n'ai pas juste griffonné des modifications en espérant que tout irait bien. Eric l'a scellé hermétiquement avec un fiduciaire tiers, quelqu'un qui ne pouvait être manipulé ni culpabilisé. Nathalie et Eden étaient légalement radiés de tous les documents portant mon nom. Procuration disparue. Procuration médicale modifiée. Il m'a même aidé à créer une fiducie au nom de Maria, spécialement pour ses enfants. Éducation, soins médicaux, logement, un avenir stable pour leur développement. Je n'avais jamais eu de petit-fils qui me regardait comme ces garçons. Reconnaissant, curieux, gentil. Je commençais enfin à respirer quand Eden est arrivé. Au beau milieu de cette foutue journée. J'étais devant la maison en train d'arroser la petite pelouse clairsemée, tuyau d'arrosage à la main, le dos un peu douloureux. J'ai entendu la voiture avant de la voir. Ce même SUV gris. Il s'est arrêté comme si c'était le dimanche soir, et nous étions en bons termes. Pas de coup, pas de préavis. Il a juste remonté l'allée d'un pas arrogant, les bras grands ouverts, un sourire faux comme toujours. Dis donc, il faut qu'on parle, mon vieux, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas baissé le tuyau d'arrosage. Je l'ai juste regardé. Laisse l'eau couler dans l'herbe. Je sais que tu as fait des démarches, a-t-il poursuivi, fonds fiduciaire, avocat. Je comprends. Bon, tu es énervé, mais on est une famille. Il s'est approché. Je l'ai vu alors, l'étincelle dans son regard. Ce calme onctueux qu'il utilisait quand il cachait quelque chose. Quand il essayait de te vendre un mensonge. Il n'était pas là pour faire la paix. Il était là pour intimider. Puis il l'a dit. Tu veux vraiment tout léguer à une femme errante avec des enfants bâtards? Je pense que c'est ce que Linda aurait voulu. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bronché. Je l'ai juste fixé du regard. Ma main était toujours sur le tuyau. L'eau coule toujours. Tu dois partir. J'ai dit silence. Du calme, tout de suite. Mais il ne l'a pas fait. Il a souri. Je suis juste venu te dire qu'on conteste tout. Le testament, la maison, tout. Tu n'as pas toute ta tête. Tu as des antécédents de dépression. N'est-ce pas? On va plaider la cause. Croyez-moi. Je n'ai rien dit. Je me suis juste retourné et je suis entré. J'ai verrouillé la porte derrière moi. 5 minutes plus tard, j'étais au téléphone avec Eric. Je lui ai tout raconté. Il n'a pas paniqué. Il avait planifié. Il a dit qu'il commencerait à enregistrer chaque interaction, chaque menace. Il a suggéré qu'on installe des caméras, qu'on documente tout, qu'on crée une trace écrite si épaisse qu'on ne pourrait pas la couper à la tronçonneuse. Ce soir-là, j'ai fait asseoir Maria et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle est devenue pâle. On est en sécurité, a-t-elle demandé en jetant un coup d'œil par la fenêtre. On l'est, ai-je dit. Mais à partir de maintenant, restez à l'intérieur après la tombée de la nuit. Restez près de moi. Eden a dépassé les bornes et je ne suis plus très poli. Ce soir-là, j'ai installé des caméras. Ça m'a pris des heures, mais je l'ai fait moi-même. Porte d'entrée, ruelle, clôture latérale et une donnant sur la rue. Mon avocat m'a aidé à tout enregistrer, nom, date, copie, installation des caméras de sécurité, pour que les images soient prises au tribunal. Il m'a conseillé de tenir un journal quotidien. Considérez-le comme un journal de guerre, m'a-t-il dit, parce que c'est comme ça maintenant. Alors, je l'ai fait. Chaque coup frappé, chaque éclat d'une voiture garée, chaque appel téléphonique enregistré et horodaté. 3 jours plus tard, Nathalie est arrivée. Elle n'a ni frappé ni appelé. Elle a franchi le portail latéral comme si c'était encore sa propriété. Elle est montée sur mon porche et s'est mise à crier, « Papa, sors. J'ai besoin de te parler. » Maria a jeté un coup d'œil derrière son rideau. Mon téléphone a sonné quelques secondes plus tard. C'est elle, a-t-elle dit doucement. Elle est dehors. Je suis sorti, enregistrant déjà avec mon téléphone à la main. J'ai croisé le regard de ma fille. Elle avait l'air épuisée,
loin de la Nathalie soignée et soignée que j'avais l'habitude de voir. Ses cheveux étaient tirés en arrière en désordre, pas de maquillage, ses yeux rouges comme si elle avait pleuré, ou pas dormi, ou les deux. Et pendant un instant, juste un instant, j'ai cru qu'elle était peut-être là pour s'excuser. Ce n'était pas le cas. Elle a sorti un épais dossier de son sac surdimensionné et me l'a fourré dans les mains. C'est une demande de tutelle, a-t-elle dit, la voix tremblante. Pas par émotion, par colère. Tu es clairement manipulé. Tu as coupé les ponts avec ta famille. Tu as transféré de l'argent à des inconnus. On ne va pas te laisser détruire tout ce que maman nous a laissé. Je la fixai du regard. J'ouvris la bouche, mais rien ne sortit. J'ouvris le dossier. C'était réel. Une déclaration sous serment signée par un avocat. Ils essayaient de prendre le contrôle de moi, de mes finances, de mes décisions, de mon corps, s'ils le pouvaient. Elle prétendait que j'étais mentalement inapte. Elle disait que Maria priait pour moi. C'était le mot sur la paperasse. Prier. Comme si Maria était un vautour qui tournoyait autour de ma logique décadente. Je regardais Nathalie, ma fille, ma chair et mon sang. Et je posais la seule question qui comptait. Tu crois vraiment que je ne suis pas bien dans ma tête ou est-ce juste une question d'argent? Elle ne répondit pas. Sans même broncher. Elle se retourna, descendit les marches du Porsche, monta dans son SUV, démarra comme si elle avait 18 ans à nouveau, et partit en trombe après que j'ai refusé le bal de promo. Je restais là, la serrant dans mes bras, le cœur battant la chamade. Elle ne voulait pas m'aider. Moi. Elle voulait me posséder. Je suis rentré, les mains encore tremblantes, et j'ai montré les papiers à Maria. Elle s'est assise au bord de mon fauteuil, feuilletant lentement chaque page, son visage se crispant à chaque mot. Sa voix était douce. Ils vont s'en prendre à toi plus durement maintenant. Ils s'en prendront à toi aussi, ai-je dit. Ils t'ont déjà traité de prédateur. Je me fiche de comment ils m'appellent, a-t-elle dit, la mâchoire serrée, les larmes aux yeux. Je ne veux juste pas te voir souffrir. Le lendemain, Eric, mon avocat, a déposé une requête en rejet de la demande de tutelle. Il a déclaré que leur dossier était fragile, chargé d'émotions et dénué de preuves médicales. Il a également demandé une ordonnance restrictive contre Eden, invoquant les pneus vandalisés, les menaces et l'enregistrement depuis le Porsche. Nous avons un dossier solide, m'a-t-il dit. Mais ça va mal tourner avant de s'arranger. Il avait raison. 2 semaines plus tard, les services sociaux sont venus frapper à ma porte. Ils avaient un rapport. Quelqu'un avait affirmé que Maria négligeait ses enfants, qu'elle cohabitait avec un homme âgé dangereux et instable mentalement. Ils ont posé des questions à ses fils, les ont assis à la table de la cuisine. Ils ont fouillé dans son garde-manger, ont même ouvert le réfrigérateur comme si le nombre d'eux ou le type de les racontait une histoire digne d'intérêt. Reportage. L'un d'eux a jeté un coup d'œil à ma chaise et a demandé à Maria, a-t-il déjà été seul avec les garçons? Comme si j'étais une ombre sous l'escalier. Maria a essayé de rester forte pendant leur séjour, souriant, répondant poliment, mais dès leur départ, son visage s'est effondré. Elle n'a pas pleuré au début. Elle s'est juste assise par terre près de la porte d'entrée, la main sur la bouche comme si elle avait reçu un coup de poing. Puis les larmes sont venues par vagues. Je le savais, a-t-elle murmuré. Je savais qu'ils utiliseraient ton amour contre toi. Il m'a fallu toute mon énergie pour ne pas trembler de rage. 2 jours plus tard, les services de protection de l'enfance ont classé l'affaire. Aucune raison de s'inquiéter, ont-ils dit. Juste un autre rapport à classer. Juste quelques enfants avec de la nourriture, des lits, des dossiers scolaires. Mais les dégâts étaient déjà incrustés. Les fils de Maria étaient plus calmes maintenant. Ils sursautaient quand on frappait, et Maria n'arrivait pas à dormir. Elle laissait la lumière du Porsche allumée toute la nuit comme si c'était un bouclier. Mais ce n'était pas le cas. Ce soir-là, après avoir rangé la lettre des services de protection de l'enfance dans mon tiroir, j'ai appelé Eric, mon avocat. Je ne veux plus me défendre. Je lui ai dit, je veux les dénoncer. Il n'a pas hésité, alors commençons à creuser. Et nous l'avons fait. Il s'est avéré que le cabinet de conseil d'Eden, cette entreprise dont il se vantait comme s'il était le prochain Bezos, était une coquille vide gérée depuis un bureau partagé. Pas de biens réels, pas d'employés à temps plein. Mon avocat a trouvé 3 plaintes civiles, en cours, mais sérieuses.
L'une provenait d'un entrepreneur qui disait qu'Eden avait promis de lui trouver un emploi. Accord gouvernemental. Il s'est avéré que le contrat n'existait pas. Un autre contrat provenait d'une femme qui disait l'avoir construit 2 fois pour la même séance de stratégie. Quand on a commencé à retracer les finances, la situation a empiré. Il avait contracté plusieurs prêts sur leur maison. Leur prêt hypothécaire était à l'envers, dans le rouge. Il avait même manqué 2 paiements cette année. C'est là que j'ai compris. Ils n'essayaient pas de me protéger. Ils étaient en train de tourner en rond et me voyaient comme un radeau de sauvetage. Et maintenant, j'avais des preuves. J'ai tout imprimé, rangé dans un dossier rouge, étiqueté avec leur nom. Nathalie, Eden, des menteurs, des manipulateurs, des gens désespérés essayant de soutirer du sang à l'homme qui avait élevé l'un d'eux et toléré l'autre. Mais juste au moment où je reprenais mon souffle, c'est redevenu personnel. Un matin, j'ai ouvert la porte d'entrée et je me suis figé net. Là, sur mon paillasson, se trouvait un oiseau, un petit. Le cou brisé, les ailes repliées comme s'il avait été déposé là, et non lâché. Les plumes éparpillées comme si quelqu'un voulait envoyer un message. Message, et je n'ai pas fait de subtilité. J'ai immédiatement vérifié les images de la caméra. 3h07. Il était de nouveau là. Même sweat à capuche, même lampe. Il s'est dirigé droit vers ma porte comme s'il avait le droit d'être là. Il s'est penché, a posé l'oiseau et est parti. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai envoyé les images directement à la police. Et cette fois, ils l'ont prise au sérieux. Eden a reçu une visite du commissariat, une visite officielle, le genre qui laisse paperasse, questions et sueur froide. Soudain, j'avais un moyen de pression. Mais je n'allais pas l'utiliser. Pas encore, car j'avais un plan. Un plan que je construisais depuis cette première nuit. J'étais assis seul dans cette chambre d'hôtel à manger des frites et à me souvenir de la liberté. Et maintenant, c'était presque l'heure. Quelques jours après la mort de l'oiseau, tout s'est calmé. Plus de lettres, plus de visites surprises. Plus de cris sur mon porche ni de dossier à la main. Même le SUV a cessé de passer dans le quartier. Eric a appelé, les ordonnances restrictives étant en cours, a-t-il dit. On a une date d'audience le mois prochain. Les services sociaux ont fermé. Je crois qu'il recule. Maria a osé sourire à nouveau. Mais je savais qu'il n'en était rien. Il changeait juste de tactique. Je l'ai su dès que j'ai ouvert l'enveloppe du tribunal. Un paquet épais, scellé. Je me suis assis avant même d'en avoir lu le premier mot. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de savoir jusqu'où ma fille était prête à aller. Nathalie avait déposé une demande de tutelle financière. Réfléchissez bien. Ma propre fille essaie de tout contrôler. Ma maison, mes économies, la fiducie, même le pouvoir de décider comment je dépense mon argent. Elle prétendait que j'étais mentalement inapte. Incapable de gérer mes affaires. Et le pire, c'est qu'elle avait des reçus. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle était retournée et avait retrouvé ce vieux courriel que je lui avais envoyé juste après le décès de ma femme. J'étais dans une période sombre à l'époque. N'importe qui le serait. Le deuil se fiche de savoir si on est fort. J'avais écrit, je ne sais pas pourquoi je suis encore là. Certains jours, j'ai juste envie de dormir et de ne pas me réveiller. Je me souviens avoir tapé ces mots. Seul dans le noir, sirotant un verre et ressentant une douleur que je ne savais pas comment nommer. Ce n'était pas un plan. C'était de la douleur. Et je pensais qu'elle le comprenait. Je pensais que ma fille connaissait le deuil. Au lieu de cela, elle a accepté et s'est enfuie comme une voleuse. Elle a dit au tribunal que j'étais suicidaire. Elle leur a dit que Maria m'exploitait. Elle a dit qu'elle avait un casier judiciaire, un mensonge éhonté. Elle a dit que je donnais de l'argent à des inconnus et que je n'étais plus capable de prendre des décisions rationnelles. Ces mots, tout se résumait à une seule chose. Prendre le contrôle. Prendre l'argent. Enfermer le vieil homme derrière une signature et le tampon du juge. J'avais 30 jours pour répondre avant que le tribunal n'envoie quelqu'un m'évaluer comme si j'étais une fille idiote qui ne se souvenait plus de son propre nom. Quand Maria a lu les papiers, elle a pleuré. Elle s'est assise sur le canapé, tenant l'enveloppe comme si elle lui brûlait les doigts. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle ta famille a essayé de te détruire, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Je peux partir si ça aide ton cas.
Je l'ai interrompu. Tu n'as rien détruit. Je lui ai dit qu'il l'avait fait. C'est comme ça qu'ils sont, pas comme toi. J'étais assise avec ses fils ce soir-là, je les ai aidés à faire leurs devoirs, comme d'habitude. Mais je vais être honnête. Je tremblais. Pas de peur, de concentration. Parce que je n'étais pas surprise. J'attendais ça avec impatience. Voyez-vous, je ne vous ai pas encore raconté le meilleur. Le moment où Eden a menacé de contester le testament, alors qu'il se tenait sur ma pelouse, un sourire narquois comme s'il avait encore du pouvoir sur moi. J'ai commencé à tout documenter. Chaque message, chaque visite, le coup de pub des services sociaux, les papiers de tutelle, même ce foutu oiseau mort. J'ai tout compilé. Vidéos, emails, messages vocaux, captures d'écran de leur SMS, même les images de caméra montrant Eden boitant comme un escroc du budget. Mon avocat a tout rassemblé dans un classeur bien rangé. Cuir noir, étiquette dorée sur le devant. Pourquoi? Ils ne toucheront jamais à mon argent. Mais je n'avais pas fini. Voyez-vous, quelques semaines après cette dispute sur le perron, j'ai fait quelque chose que je n'en avais même pas parlé à Maria. J'ai engagé un détective privé. Cela m'a coûté $6 000. Une somme que j'aurais préféré dépenser en outils pour les enfants ou en nouvelles chaises pour la véranda. Mais ça valait chaque centime, car il a découvert qu'Eden avait ouvert une carte de crédit à mon nom, utilisé mon numéro de sécurité sociale, débité près de $7 800 en appareil électronique, vol, dîner chic, et même payé une partie du voyage à Myrtle Beach. Ils ont posté des photos du Noël dernier, celui où je n'étais pas invité. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. Les factures étaient envoyées à une boîte postale, qu'il avait louée sous un faux nom commercial. Une fraude pure et simple. Et c'était le clou du spectacle. J'ai appelé la banque dès que j'ai eu le rapport du détective privé en main. Froze, j'ai créé de nouveaux mots de passe. Ils ont signalé la carte de crédit et les transactions. Je suis ensuite allé directement au commissariat, leur ai remis toutes les preuves et ai déposé plainte pour usurpation d'identité et fraude financière. Mon avocat avait déjà 2 longueurs d'avance. Il m'a envoyé des copies du rapport de police et les conclusions du détective privé ont été présentées au tribunal chargé de l'affaire de tutelle. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. Les faits étaient criants. La même semaine, l'avocat de Nathalie a abandonné l'affaire. Aucune explication, juste un avis de retrait déposé au tribunal. Je n'ai pas été surpris. Il y avait trop de révélations maintenant. Trop de mensonges s'accumulaient. Tout s'effondrait. Mais je n'en avais pas fini. Loin de là. J'ai dit à mon avocat, je veux le poursuivre. Point final. Pas seulement me protéger. Je veux la justice. Il a hoché la tête, a glissé un bloc-notes à travers le bureau. Ensuite, nous déposons civil. Et c'est ce que nous avons fait. Une poursuite civile contre Eden. Fraude financière, abus émotionnel, intimidation malveillante. Nous avons apporté tout ce que nous avions. Les fausses escroqueries de consultation, les cas de cascade de CPS, les menaces, les états / les garanties de la carte de crédit, même les aiguilles. The P. Et had been torug, to torug for Eden to whistle out. Then one evening about a week after we filed, he got a call. Nathalie, her voice shook through the phone. Dad, he didn't know Eden was doing all that. He swore he never wanted to hurt you. He was just scared you were throwing everything away. He didn't issue. He didn't cry. He just asked her one question. Why didn't you stop him when he looked at the food? She went silent. D'être qu'un du silence qui pèse plus que les mots. Ajoutez, faible et lent. Vous laissez votre mari traiter votre père comme un chien. Vous avez remué de la soupe pendant qu'il m'a fait demander la permission de manger. Imaginez si je vous l'avais fait quand vous étiez un enfant. Imaginez 40 ans dans votre enfant qui vous fait ça. Damage, restitution for the fraud, and punitive for the abuse. The judge didn't mince word, called it a calculated campaign of control and exploitation. Avaran was issued for the credit card fraud. He had nothing left to it behind. HIS Consulting scam gone. Client walked. Réputation tanked. Et trié tout rebrand, even changed the business name, but people remembered. That is the thing about common.
11 The Mask Sleep, Nobody ever look at them the same again. Nathalie déposée pour divorce 6 mois plus tard. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai quitté Louisville peu de temps après, j'ai donné le duplex à Maria, signé l'acte sur moi-même, si l'avocat l'a déposé ce matin-là, tout a mis en son nom. Quand je lui ai remis les papiers, elle s'est cassée. Je suis tombé dans le canapé en pleurant si fort qu'elle ne pouvait pas supporter. Je l'ai aidée à se serrer dans ses bras, à étreindre les garçons aussi, un par un. Protégez ta maman, leur dis-je. Toujours. Puis j'ai emballé mes affaires, laissé les clés sur la table et je suis sorti du Kentucky pour de bon. J'ai atterri dans une petite ville du Missouri. Calme, pas de drame. J'ai trouvé une modeste petite maison avec un swing porche, un potager à l'arrière. Paix. J'ai rejoint le VFW local, je me suis fait des amis au dîner. Déborah se souvient toujours que je prends mon café noir, et chaque samedi matin, je marche sur des chiens pour le refuge le week-end. Parfois dans les moments calmes, comme lorsque le café se prépare juste avant l'aube, ou lorsque le vent bruisse les arbres juste, je pense toujours à Nathalie. Je ne manque pas la femme qu'elle est devenue, celle avec des mots pointus et des yeux plus froids. La petite fille qui me manque qui avait l'habitude de s'asseoir les jambes croisées sur le porche à côté de moi, son menton dans ses mains, regardant le ciel comme si elle tenait des secrets juste pour elle. Les oiseaux se lassent-ils jamais de voler, papa? Elle m'a demandé une fois, peut-être 10 ans, les cheveux et les nattes, les yeux pleins d'émerveillement. Je me souviens lui souriant, ébouriffant ses cheveux. Probablement pas. Je pense que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Elle hocha la tête. Sérieux? Comme cette réponse importait plus que tout. Je veux voler comme ça. Aller n'importe où à tout moment. Dieu. Je me suis tenu à ce souvenir comme une photo brûlée dans mon esprit. Cette petite fille, elle est partie. La vie l'a emmenée quelque part que je ne pouvais pas suivre. Et pendant le plus longtemps, je pensais que j'avais peut-être fait quelque chose de mal. Peut-être que je n'étais pas suffisant. Peut-être que si j'avais été différent, elle serait toujours cette fille et nous regardions toujours les oiseaux ensemble. Mais maintenant, je le vois pour ce que c'est. Le sang ne fait pas de vous sa famille. Le respect le fait. Je me souviens avoir dit à Maria qu'un soir après le dîner, nous étions assis dehors, la lumière du porche bourdonnant, les enfants déjà au lit. Elle me manque, ai-je admis tranquillement, regardant dans l'obscurité. Mais pas elle maintenant. Qui elle était, qui je pensais que ce serait toujours. Maria tendit la main, posa sa main sur la mienne. Manquer quelqu'un ne veut pas dire que vous voulez qu'il revienne, dit-elle doucement. Cela signifie simplement que la mémoire comptait. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Parce que lorsque vous laissez quelqu'un vous traiter comme un fardeau assez longtemps, vous commencez à le croire. Vous commencez à rétrécir, à remettre en question chaque mot, chaque besoin, chaque souffle. C'est ce qu'ils m'ont fait. M'a fait me sentir moins qu'un homme dans ma propre maison jusqu'au jour où je ne l'ai pas fait. Et que c'était le jour où tout a changé. Ils ont essayé de me briser, mais je me suis reconstruit avec de meilleures personnes. Les gens qui m'ont vu, pas ce qu'ils pouvaient me retirer. Et je ne serai plus jamais un fardeau pour personne.